Bonjour et bienvenue dans ces Italianistes de Mars. Alors, pour commencer tout de suite, je vais éviter de vous dire que l'objet du mois est un espèce de petit flacon de 100 millilitres qu'on ne trouve pratiquement pas, ou peu, ou en gros on commence à en trouver. Quelquefois c'était un peu cher, mais heureusement qu'il y en a certaines qui en avaient d'avance. Voilà, sinon, je vais vous présenter les favoris de Mars. Alors, sachant que le General Hux est en train de tourner autour, qu'il n'est pas... Voilà. Voilà, il y a un truc qui bouge, c'est lui. Voilà. Non, mais c'est... Ah, alors attendez. Le favori de Mars, c'est lui. Parce que monsieur a ses fans. Ouais, monsieur est ronchon. Mais il est toujours ronchon. Hein. À ce moment, il est pas... Voilà. Il essaye de passer... Je pense qu'il va essayer de venir, de se mettre dans l'axe de la caméra, parce que il faut absolument qu'il fouille, quoi. Voilà. Que... Mais il va venir. Il a l'habitude. Voilà, il y a mon gros. Oh ouais, c'est mon gros chat. Voilà, voilà c'est gros chat. Vous voyez, il n'est pas déplié. Ça, c'est pour les fans. Quand il est déplié, il est largement plus gros. Enfin, plus grand. Mais dernier recensement, mon petit Bombay, là, il faisait 7,450 kg. Tout petit. Voilà. Il a 22 mois, hein, donc on m'a dit qu'il grandissait jusqu'à 32, donc il y a de la marge pour la bête. Alors, les favoris, les items du mois. General Hux va recommencer, hein, voilà. Il va faire ça tout le long. On va parler de 2 séries, de 2 films, d'objets pour la cuisine et de nourriture. Je sais pas par quoi vous voulez que je commence. Voilà, par nourriture. Alors attention, je vais essayer de pas faire de publicité pour le... Non, alors il est en train... Hux, s'il te plaît. Voilà, merci. Il est en train de mâchouiller mes objets pour la cuisine. Arrête. Mais t'es pas possible hein, comme bestiaux. Ah oui, alors vas-y. Je les passerai à la machine de toute façon après. Donc, nourriture, on va y arriver. Alors, je suis très française pour la bouffe. Quoique un peu hongroise, un peu russe, un peu italienne, un peu anglaise, un peu irlandaise, enfin, ce que vous voulez. Bref, je mange. Voilà. Mais pour le petit déjeuner, j'ai toujours été assez... pendant très longtemps, j'ai été assez française dans le sens où le matin, c'est pain grillé, confiture, beurre, enfin des trucs comme ça. Et j'ai des problèmes d'intestin depuis que je suis toute petite qui ne s'améliorent pas quand je suis en période de stress. Il y a quelques années, j'ai quand même un peu revu ce que je mangeais le matin parce que je me suis aperçue que comme je mange très tôt, je mange vers 5h du matin. Pas le dimanche et le samedi. Le samedi, c'est plutôt vers 7h. Mais enfin, la semaine, c'est 5h, 5h30. J'avais pas une fringale, mais je commençais à avoir faim vers les 10h30, ce qui était un peu ennuyeux quand vous êtes au travail. Et parce que je n'aime pas manger entre les repas, c'est vraiment pas mon truc. Du coup, je crevais la dalle quand j'arrivais à midi, midi et demi, 1h quand on mange vers 1h, et que ce que je portais à manger ne suffisait pas. Du coup, j'avais encore faim à 4h, 5h du soir, et j'attendais le repas du soir avec une impatience de louve, et je me suis aperçue que quelquefois, pas que je mangeais plus, mais je mangeais mal, voilà, le soir, parce que j'avais vraiment trop faim. Donc je me suis dit, tiens, et si je reprenais les habitudes, toujours le General Hux, et si je reprenais mes habitudes que j'avais quand j'étais souvent avec mes ex-boyfriends, qui étaient anglais ou irlandais, et qui me abreuvaient de ça le matin, c'est-à-dire du porridge. Oui, je cache parce qu'en fait, j'utilise des bocaux, voilà, ma maman boit beaucoup ce truc-là, du café instantané, moi, parce que je sors la cafetière italienne quand je veux vraiment du bon café, mais bon, ça m'arrive de boire ça. Et je recycle les bocaux parce qu'ils sont très pratiques pour les pâtes, le riz, voilà. Et pour le porridge. Voilà. Donc en fait, porridge, voilà, porridge. Joli porridge. Porridge moyen, généralement. Je fais ça, alors je vais vous donner ma recette, en fait, en gros. Je mets du porridge, donc ce qui me sert, ça aussi, c'est que le petit bouchon me sert pour savoir à peu près combien je vais mettre pour une fois. Donc en fait, je le remplis pas au complet, je le mets jusqu'à à peu près 3/4 de porridge. Et je compte un petit bouchon par matin.
Donc, généralement, je le fais pour la semaine. Donc, je fais les 5 parts, ce qui permet de les mettre dans un Tupperware en verre ou un plat en verre Pyrex. Là, enfin, j'en ai plein. Donc, voilà, enfin, c'est ce que j'ai. Ce qui permet de les couper après et de les faire réchauffer au micro-ondes, etc. Donc, généralement, dans ma casserole, je mets autant de porridge que je mets de lait, parce que du coup, je suis un peu ma boule du lait. Généralement, je mets du sucre de coco. Je dois en mettre 2 cuillères à café à peu près. J'aime pas trop sucré, donc vraiment rase. Et alors, j'ai des cuillères à café, c'est pas des gros trucs comme ça, hein, c'est des trucs très plats. Donc ça va vite. Et généralement, quand j'ai vraiment envie, je mets des petits copeaux de chocolat ou je mets de la poudre, une cuillère à café de poudre de chocolat noir, Van Houten, parce que c'est celui que j'aime le plus. Je cite les marques, hein, mais de toute façon, c'est moi qui les achète, donc du coup, je suis pas sponsorisée. Et je fais cuire ça 10 minutes. Voilà, d'abord à feu un peu vif, et puis après je base. Et alors, remuer le truc, parce que si vous remuez pas, vous vous retrouvez avec un truc un peu compact au fond, ça accroche, c'est moche. Voilà, donc il faut remuer. Mais bon, c'est agréable. Après, je vous dis, je le mets dans un contenant et ça me fait la semaine. Voilà. Alors après, je dis beaucoup après, mais le matin, c'est un morceau, donc je coupe un petit morceau. Je le mets dans mon bol, je rajoute un peu de lait. Oui, ma boule. Je mets ça au micro-ondes et je le fais réchauffer. Et suivant ce que je vais faire dans la journée, ça m'arrive de rajouter par exemple une moitié de banane par-dessus, ou je la fais carrément, je la mets dans le micro-ondes en même temps, et je mange ça parce que je sais que si je mange ça à 5h, 5h30 du matin, j'ai vraiment plus faim du tout jusqu'à 1h, 1h30 de l'après-midi, voire je peux passer pratiquement la journée sans manger jusqu'au soir. Ça m'est déjà arrivé de manger ça vers les 8h du matin et de ne manger qu'à 7h30 le soir, et de pas avoir une seule fringale ou un coup de mou dans la journée. Voilà. Donc c'est ce qui me convient le mieux, donc porridge. Après, je suis comme tout le monde. Le jour où je tourne la vidéo, ce matin, j'avais pas du tout envie, puisque je tourne le samedi ou le dimanche. Donc le samedi et le dimanche, généralement, c'est du pain grillé. Tout simple, du pain grillé avec du lait, oui, parce que je suis une adepte du lait au petit déjeuner. Autant je bois du thé, du café, etc. Autant le matin, c'est lait chaud, quoi. Voilà, j'aime le lait chaud, Voilà, donc ça, c'était le truc nourriture. Bon, je sais, c'est pas folichon, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à objet cuisine? Non, je fais à la fin. J'ai envie. En fait, j'avais envie de vous parler de 2 séries. Alors, j'en ai vu d'autres, hein, des séries, voilà. Mais j'avais envie de vous parler de 2 séries que j'ai vues. Alors oui, j'ai vu d'autres séries. J'ai vu The Stranger sur Netflix avec le sublime Richard Armitage. Mais lui, je loupe rien quand il est à l'écran. Je le trouve sublime. Qu'est-ce que j'ai vu aussi? Je sais plus. En fait, j'en ai vu un ou deux sur Arte, sur Netflix. J'en ai vu sur Canal. Ah oui, il y a Homeland qui a repris la dernière saison. J'en suis à l'épisode 5, je crois. Ouais, 5. C'est du Homeland, quoi, hein, voilà, mais c'est toujours addictif. Le problème, c'est ça, c'est qu'on sait qu'est-ce qui va, enfin, plus ou moins ce que ça va arriver. Mais c'est addictif, on regarde, puis moi, j'aime bien. Voilà, j'aime bien. C'est un truc que je suis depuis le début, donc j'ai envie de voir la fin. Je veux voir comment ils vont gérer Carrie Matheson. Mais sinon, oui, il y a des séries françaises aussi. Voilà. Je suis une nouille intergalactique parce que je regarde certaines séries françaises souvent sur Canal comme Baron Noir, La Guerre des Mondes, etc. Enfin des trucs vraiment. Alors la plupart du temps c'est quand même sur Canal. Les séries françaises en général, j'en ai jamais trouvé qui m'accrochent au point où je les regarde chaque saison, sauf K1 que j'aimais beaucoup parce que j'aimais bien le précédent acteur qui jouait dans K1 et le nouveau aussi, Julien Bock-Gartner je crois, parce que je l'avais repéré dans 2 ou 3 séries comme ça et voilà. Après quand j'aime bien un acteur, je regarde des séries qu'il fait. Ce qui est assez étonnant, hein, voilà, c'est un peu comme les Rivière Proux sur France 2. Du coup, comme j'aime bien Olivier Marchal, je regarde. Voilà, c'est généralement l'acteur ou l'actrice qui me pousse à regarder une série. Comme La Guerre des Mondes, j'avais regardé, bon, outre parce que c'était voilà, ouais. Mais qui s'est basé là-dessus, mais j'aime bien Léa Drucker. Du coup,
Voilà. Et comme je regarde la légende, la bureau des légendes, pour Mathieu Kassovitz. Voilà, voilà. Vous avez compris mon fonctionnement. Voilà. Donc, sur les séries françaises, la seule série que je regarde française actuellement, vraiment parce que je regarde, j'ai regardé depuis le début, et là, il y a la 4 qui est arrivée sur France 3 qui s'appelle Cassandre. C'est uniquement parce que j'aime bien Gwendoline Amon. Vous allez me dire, le garçon est joli aussi. Oui, le garçon est très très joli. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Si je fais un effort, je devrais... Alexandre Varga, je crois. Mais parce que elle, je l'aime bien. Et puis en plus, j'étais tombée dessus un jour où j'étais malade, premier épisode et tout. Je l'avais trouvé assez sympa comme personnage. Donc voilà. Sinon, alors là, laissez tomber. La plupart du temps, c'est des séries étrangères, hein, anglaises si possible, ou nordiques, ou même turques, puisque je vais attaquer The Protector saison 3 qui va me terrorisée parce que la dernière fois que j'ai regardé la deuxième saison, l'histoire est pas mal, mais alors le garçon est toujours en train de couiner, donc j'ai jamais vu enfin je pense que c'est peut-être comme ça, mais moi il me fait mourir de rire parce qu'il est toujours en train de chouiner, le gars, depuis la saison 1. Comme je le regarde en turc en plus, du coup c'est sous-titré heureusement parce que du coup il y a des intonations de fois des voix qui me fait mourir de rire. Oui, allergie. Alors sinon, ben voilà, je regarde ça. Donc j'ai regardé 2 séries, une anglaise et une française. J'ai pris des notes parce que je me suis... j'ai fait les 2 saisons, les 2 séries, et je les ai fait à la suite. C'est-à-dire, j'ai fait véritablement, je pense que j'ai regardé... alors je vais commencer par The Three Girls, qui est une série anglaise qui était sur Arte. En fait, qui partait d'un fait divers qui a existé en vérité à Rochdale, où 3 jeunes filles, puisque c'est des adolescentes, qui ont entre 13 et 15 ans, 16 ans, au début de l'histoire. En fait, elles sont pas paumées, enfin, il y en a 2 où ils sont paumés, mais elles ont des familles un peu particulières. Elles ont une maman célibataire qui essaye de se battre un peu, machin. Bon, elle est pas très équilibrée, donc les 2 filles sont pas très équilibrées, et la dernière, Ruby, qui est un peu en décalage. On a l'impression qu'elle est un peu attardée, alors qu'elle ne l'est pas forcément, mais vous voyez. Ensuite, il y a Amber, sa sœur aînée, qui alors elle est complètement paumée, qui traîne avec des mauvais garçons, etc., mais qui a des cousins qui sont un peu dans ce style-là, donc elle essaye de surjouer, et d'être à la hauteur des garçons pour pas se faire trop ennuyer. Et alors Holly est une jeune fille comme il faut, d'une famille qui s'aime, avec papa, maman, une sœur, etc. Mais qui, suite à la perte du travail de son papa, ils ont été obligés de déménager, et ça l'a affaiblie, c'est-à-dire qu'elle est devenue plus sensible, et elle est à ce moment charnière de l'adolescence où elle ne sait pas où elle est, et elle est déracinée de sa... Enfin, ce qu'on comprend au début, elle est après déracinée, malgré le fait qu'elle a une mère et un père qui est aimant. D'ailleurs, le rôle du père est fabuleux, parce que il sait pas comment prendre cette gamine qui visiblement est la prunelle de ses yeux, et à un moment donné, il se retrouve face à une jeune fille qui lui fait des trucs pas possibles, et lui, il sait pas comment réagir. Et l'acteur qui joue le rôle est impressionnant, parce que il fait passer cette espèce il a une espèce d'amour, enfin ouais, c'est un papa aimant, mais il est complètement à l'ouest, quoi. Il sait pas, voilà. Et en fait, ces jeunes filles vont traîner dans un espèce de snack, en fait, un top curry qui a lieu en Angleterre assez régulièrement, puisque en fait, que ce soit les Indiens ou les Pakistanais, ils ont souvent des shops où vous pouvez manger des trucs de la cuisine locale. Donc là, ils vont sur un top curry pakistanais, et elle se voit offrir, je suis désolée, j'ai beaucoup d'allergies, parce que évidemment les arbres de Judée sont en fleurs, tout est en fleurs, hein, vu que nous n'avons pas eu d'hiver, et donc Bibi se prend tout dans la tête. Et donc elle se voit offrir, je suis désolée, elle se voit offrir d'abord à bouffer, du coca, etc. Petit à petit de la vodka, etc. Et au début, enfin, en tant que spectateur, vous vous dites, enfin quand même, c'est bizarre, parce qu'elles se rendent même pas compte, Général Alex, elles se rendent même pas compte. Qu'est-ce que tu fais?
tu vas encore faire une bêtise. Mais voilà. Elles se rendent même pas compte en fait que ces types-là ne leur offrent pas ça pour rien. Bon. Mais ça, passons, elles sont gamines, c'est des gamines, bref. Et arrive ce qui devait arriver, en fait, à un moment donné, ils veulent se faire payer, et eux, pour eux, c'est en nature. Donc la Holly se fait violer par le propriétaire du restaurant. Le petit ami d'Amber, qui est censé être son petit ami, est un peu un rabatteur en gros. Je surveille le général Hux. Hein. C'est un rabatteur, mais qui se fait passer pour son petit ami. Donc ces filles-là plongent dans une espèce de chantage et de menaces réelles avec ces hommes. Et elles plongent dans la prostitution. Et il y en a qui vont être contents parce qu'elles ont Général Hux en visu. Oui, il est bien hein, sur le coup ça. Et en fait, on va suivre, dans le premier épisode, on voit cet engrenage vraiment qui arrive et qui s'est fait paumer. Dans le deuxième, c'est plus la détresse de Holly qui est mise en exergue. En plus, il y a 2 des filles qui tombent enceintes et donc on voit la différence de traitement, c'est-à-dire qu'il y en a une qui subit un avortement pressé, etc. et l'autre qui décide de garder son bébé. Parce que en fait, les parents pensent qu'elles se prostituent, c'est ce qu'on leur dit, alors que non, elles sont dans cette espèce d'engrenage parce qu'on les menace physiquement et on menace leurs parents, enfin en tous les cas leur famille. Et elle sait vraiment plus où aller parce qu'elle semble être rejetée par ses parents, donc elle continue à s'enfoncer là-dedans. Parallèlement, il y a une jeune femme, enfin une dame des services sociaux, Sarah, qui est là dans les espaces qui sont ouverts, un genre planning familial en Angleterre, donc vous pouvez aller là-bas pour demander des capotes, etc. Et elle sait ce qui se passe parce qu'elle avait déjà eu affaire à pas ces types-là en particulier, mais ce genre de réseau. Et donc elle découvre par rapport à ce que les filles lui disent, ce genre de choses, donc elle enquête, mais la série dénonce justement ça, c'est-à-dire que la défaillance à la fois de la justice, de la police et des services sociaux en Angleterre à cette époque-là, puisqu'en fait elle a beau alerter, personne ne bouge. Voilà. Et dans le 3, on voit en fait que 2 ans et demi après, à Manchester, il y a un nouveau commissariat, il y a de nouveaux ordres, il y a des nouvelles façons de faire, et donc la police rouvre l'enquête sur cette filière-là et ils vont aller voir les filles, toutes les filles, en tous les cas qui plus ou moins avaient porté plainte, parce qu'il y en avait quand même pas mal, et ils vont enquêter pour faire tomber ces mecs, les arrêter et les foutre en procès. Donc en fait, on suit toute la démarche qui est faite par ces enquêteurs qui se voient confrontés à des gamines, notamment Holly et Amber qui a eu un enfant. Aussi, et donc on voit les détresses de ces gamines-là, ce qu'elles ont enduré, et le procès, et tout ce qu'elles expliquent, ce qui s'est passé, etc. Alors, il y a des scènes qui sont un peu fortes, mais tout ce qui est suggéré est encore plus fort que ce qui aurait pu être montré à l'écran. Franchement, c'est une série assez forte, c'est une bonne série de Free Girl qui est sur Arte, je crois qu'elle est peut-être toujours accessible, parce que c'est à la fois fort poignant, c'est très bien interprété, les gamines sont formidables, les parents aussi, la mère de Ruby et Amber, même qu'elle est complètement à l'ouest, mais c'est une maman qui essaye selon ses moyens d'essayer de sortir ses filles, elle pense pas du tout que ses filles soient comme ça. Franchement, moi j'ai été happée parce que je suis souvent les infos en Angleterre, parce que je suis souvent sur la BBC, et ce genre d'affaires, ça a été régulé pendant un moment donné. Il y a souvent des affaires un peu sordides, il y en a en France aussi, hein, mais celui-là, il avait fait cas parce qu'il y avait quand même un procès qui avait été largement médiatisé. Sachant que la série s'appuie sur tout ce qui est témoignages, écoute, les rapports des inspecteurs, les minutes du procès, etc. Donc c'est quand même un travail assez minutieux. Après, il y a quelques trucs qui sont romancés ou qui sont peut-être ajoutés, mais en tous les cas, les 3/4 sont quand même des faits avérés. Donc voilà. Donc c'est très bonne série. Ça a 3 épisodes, ça risque de vous clouer sur place et puis vous risquez de regarder les gens un peu différemment après. Autre série,
C'est une série finnoise qui est sur Netflix cette fois-ci, qui s'appelle Dead Wind. Alors, c'est un truc, j'y suis allée, mais au hasard. Parce que bon, je maîtrise aussi bien le turc que le finnois, hein. Voilà. Et donc je me suis dit, ah, bon, alors après l'anglais qui pour toi, alors, en plus c'était au nord de l'Angleterre, donc du coup je comprenais tout ce qu'il racontait. C'est génial ce genre de truc. Et donc là je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais regarder? Et honnêtement sur Netflix en ce moment, toutes les séries qui me sont proposées ne sont pas des séries qui m'emballent des masses. En tous les cas, soit c'est des séries que je continue, donc je continue à regarder. Mais toutes les séries qu'on me propose, vous savez, par les choix, etc., après le premier épisode, pour l'instant, il n'y a rien qui me tente vraiment. Et ce premier épisode-là, en fait, c'est un drame policier finnois, donc, enfin finlandais, si vous voulez, qui s'appelle Dead Wind. Et j'ai vu le premier épisode, et j'ai trouvé Sofia Carpi, en fait, l'héroïne, touchante dans les premiers temps. C'est-à-dire qu'on se trouve face à un inspecteur de police, une femme, qui a perdu son mari, qui est veuve, qui a perdu son mari il y a 2-3 mois, au début de la série. Il a été renversé par une voiture visiblement à Hambourg. Les flics enquêtent. Elle a 2 enfants, dont une qui est issue du premier mariage, son mari. Et en fait, elle s'en sort, mais difficilement. Elle a un peu de mal, mais elle reprend le travail. Son chef lui adjoint un jeune policier issu de la brigade financière, Nurmi, qui est très joli garçon d'ailleurs. Ça m'a réveillée 2 fois. Enfin, c'est pas ça m'a réveillée, mais à un moment donné, je me suis dit, oh. Et en fait, ils vont enquêter sur la mort d'une jeune femme qui s'appelle Anna, qu'on retrouve enterrée avec une fleur. Je ne me rappelle plus la fleur. Enfin, elle a des fleurs dans les mains. Elle est enterrée un peu comme ça, vous voyez, avec un bouquet de fleurs, pas loin d'une rive, où est en train de se montrer un projet très écolo, machin. Et c'est un projet écolo avec de l'énergie éolienne, si je me souviens bien. Et du coup, ils vont plonger dans la famille. D'abord, ils vont plonger dans le mari, enfin sur le mari, pour voir à peu près ce qui se passe. Et puis sur les collègues de travail. Donc petit à petit, ils sont en train de défaire le fil de la vie de Anna. En parallèle, on suit aussi les interrogations de Sofia par rapport à son collègue, la vie de Sofia, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Bon, alors, je l'ai vu en finnois, je vous le dis tout de suite. C'est une langue qui me plaît beaucoup. C'est un peu, je digresse, mais c'est un peu comme quand je regarde les séries israéliennes. C'est une langue qui me parle. C'est marrant, hein, il y a des langues comme ça, le russe, voilà. Autant quand je regarde le protecteur en turc, c'est agréable à l'oreille, mais c'est pas une langue avec laquelle j'accroche. Autant le finnois, par exemple, l'hébreu, etc., c'est des langues, je sais pas pourquoi, voilà. À mon oreille, c'est facile, enfin, c'est facile, je comprends rien, attention, mais je trouverais facile de les prononcer. D'ailleurs, je me suis amusée à un moment donné dans Dead Wind, je me suis amusée à le mettre, le dernier épisode, j'ai pris un morceau et j'ai écouté et je me suis enregistrée. En fait, j'étais pas très très loin. Et j'ai fait ça en phonétique, hein, je vous le dis. Et j'étais pas très très loin. Donc je me suis dit, tiens, c'est marrant, à l'oreille, c'est voilà. Donc franchement, j'ai bien aimé parce que ça va de rebondissement en rebondissement, plus ou moins. En plus, il y a toujours cette espèce de nuit, de froid. Donc en Finlande, forcément c'est une société différente, qui voit les choses différemment, il y a un rapport hiérarchique qui est assez étonnant. Et puis cette fille, Sofia, elle est quand même une fille forte, elle a un peu tête brûlée, elle n'a peur de rien, ou pas grand-chose. Il y a des arcanes aussi de l'écologie, de la politique, police, etc. Il y a un beau aussi rapport entre la belle-fille et la fille, et la mère et la belle-fille, enfin
la belle-mère et la belle-fille, pardon, et la maman et la fille aussi, etc. Et, voilà, donc c'est vraiment, Dead Wind, c'est vraiment je sais plus combien il y a d'épisodes, il doit y avoir 15 épisodes, je crois, ou 12 ou 15, mais je sais plus. Mais honnêtement, c'est sur Netflix, moi j'ai beaucoup aimé, si vous aimez les thrillers nordiques, policiers, nordiques, etc., c'est une série qui vaut le coup. Moi, voilà, après je sais pas si elle vient d'un livre ou de quoi que ce soit, j'ai pas fait de recherche, mais j'aime bien. Voilà, donc ça c'était les séries. Qu'est-ce qu'on fait? On passe au... Oh, on va faire les objets de cuisine, comme ça je finirai sur les films. Parce qu'il y en a un, il y en a un, ça va aller vite. Parce qu'il est magnifique, et puis de toute façon, vu le réalisateur, on va pas rester 10 jours. Mais l'autre, c'est un très très beau film. Alors, les objets de cuisine, vous allez croire que je m'amuse à faire ça. Alors, les objets de cuisine, c'est des maniques et un espèce de manique essuie-tout. Alors le premier que je vais montrer, c'est celui de Isa Natural Tales. Vous savez, je vous avais parlé des carrés démaquillants, dont je ne peux plus me passer, merci Isa. Je suis complètement abrutie avec ce truc, d'ailleurs je les emmène même avec moi, j'en ai un sur moi au cas où il m'arrive un truc. Et donc j'ai vu qu'elle vendait des espèces de carrés d'essuie-tout. Alors c'est à peu près la même matière hein, que le... C'est moins doux, c'est de l'éponge, alors que l'autre c'est quand même beaucoup plus doux. Mais c'est sur le même principe, elle fait des petits carrés un peu grands, etc. Ça passe en Chine forcément. Et en fait, ça remplace votre essuie-tout. Alors je suis née avec une maman qui, dans les années 70, ne vivait qu'avec de l'essuie-tout, qui ne sait vivre. Hein. Si elle n'a pas son truc d'essuie-tout, elle hurle. Moi, j'ai été élevée par des grands-mères qui utilisaient des torchons. Donc pour moi, ça c'est hyper simple. Est-ce que je fais une consommation de torchons? Je pense que je peux ouvrir un hôtel, hein, sérieusement. Je pense que je dois avoir une 10 à 15aine de torchons par semaine à laver. Et oui. Donc j'ai essayé ça et c'est hyper pratique parce que moi je m'en sers surtout pour nettoyer le plan de travail. Voilà. Je suis une tarée, je mets tout, donc je nettoie, hop, je lave, je mets un coup de savon, je l'étends, hop, et je le réutilise. Bon, après, une fois par semaine, il passe à la machine. Hein. Alors vous allez me dire, en ce moment, il vaut mieux peut-être le laver 10 fois, mais bon, bah oui, mais je suis chez moi, donc en gros, qui est la dinde qui peut lui éternuer dessus, c'est moi. Donc voilà. Donc je le remontre, hein, c'est sur Isa Natural Tales, hein, qui fait des trop jolies de choses et je pense que je vais encore aller me fournir chez elle. Autre chose, c'est des maniques. Alors, les maniques, si je ne les ai pas, c'est ma tati qui me les a faites. Parce que c'est pareil, quand vous prenez les plats au four, du thé chaud, des machins, du lait chaud, pardon, du thé chaud. Du lait chaud, bah, vous n'allez pas vous cramer la papate. Hein. Enfin, en tous les cas, moi, je compte pas cramer mes mains parce que j'y tiens et j'en ai besoin pour travailler, écrire, etc. Et donc, ma tante avait tricote très très bien et crochette très bien et elle m'avait fait des trucs. Et j'avais vu chez elle, c'est genre une espèce de manique, c'est une espèce de petits carrés, voilà, en coton particulier. Et elle m'en avait fait que des carrés, des petits carrés comme ça, pour que je puisse saisir les plats. Et c'est hyper bien, mais c'est petit. Et moi, à chaque fois, quand je sors le plat du Pyrex au four avec le machin qui est un peu grand là, je me cramote les doigts. Donc je lui dis, mais elle dit, tu aurais pas des maniques un peu plus gros? Et elle me dit, oh bah bouge pas, je vais t'en faire un. Bibi, elle a pas mignon mon manique. Voilà, donc c'est un gros truc. Oui, il y a un truc pour le machin. Voilà, donc c'est un truc, il est extensible. Et alors, je peux vous assurer, la dernière fois, j'ai fait un gratin dauphinois. Donc dans un plat à Pyrex qui pèse 4 tonnes et demie, aussi gros que le Général Hux, hein, il est aussi lourd. Je l'ai sorti, donc j'avais ça, et je l'ai mis ça comme ça, et j'ai pris, hop, dessous, et je l'ai mis du four à la table. Et elle me suis pas cramé la main. Et donc ça, bah, c'est essentiel. Hein. Bibi, elle ne peut pas vivre sans. Donc je voulais vous les montrer parce que je suis sûre que vous avez les mêmes mais à la maison. Mais voilà, alors au lieu de ces espèces de gants invugés, là, machin, quand on achète ça le prix d'un âne, bah, moi je fais ça. Voilà. Et puis comme ça se lave à la machine, ça s'étend et c'est magnifique. Voilà, ça c'est mes objets du quotidien pour la cuisine. Si vous rentrez, il y a des torchons et ça. L'essuie-tout, c'est... Voilà, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui pollue la planète. Hein. Enfin, j'essaye, en tous les cas. Mais le général Hux aime bien ça. Il mâchouille. Tu veux mâchouiller? Oh là, il me regarde méchamment. Ouh. Pas content, le général Hux.
Hop, on finit par les cinémas. Alors, c'est un film que j'avais vu déjà quand il est sorti au cinéma. J'ai reçu le DVD par Dark Star, comme je suis en partenariat avec eux assez régulièrement. C'est le dernier Ken Loach, donc Sorry We Missed You, qui est un beau titre à double sens. Hein. Voilà. Alors, c'est du Ken Loach. Il s'attaque cette fois-ci à la grande distribution, aux grands distributeurs comme Amazon, etc., aux géants. Il s'attaque à l'hyperconsommation, au droit du travail qui est bafoué, au fait que nous, en tant que consommateurs, quelquefois on se pose même pas la question, même si quelquefois ça nous titille un peu, parce que on est tous, enfin presque tous, je suppose, devant cet écran à vouloir quelque chose et à se dire oh je vais le commander sans se poser la question si le mec qui est à l'autre bout de la chaîne n'est pas pressurisé par son patron, n'est pas payé au lance-pierre, n'a pas des conditions de travail de merde. Voilà, donc Ken Loach dénonce vraiment ça, c'est-à-dire c'est une famille ordinaire qui essaye de joindre les deux bouts avec 2-3 jobs et qui en fait s'endette petit à petit, essaye de prendre un autre job pour essayer d'éviter l'engrenage. C'est du Ken Loach. Alors autant Daniel Blake lui cherchait du boulot, autant là c'est plutôt le papa de famille, il essaye plutôt d'en trouver beaucoup plus, enfin toujours un autre de plus. Moi j'ai beaucoup aimé parce que c'est c'est Ken Loach, hein, donc il dénonce toujours et puis heureusement qu'il est encore là et pourvu qu'il en fasse encore. Mais il y a beaucoup d'amour dans ce film aussi, c'est que il prône aussi les valeurs de la famille, les valeurs d'amitié, de respect, d'essayer de voilà, d'essayer de moins consommer, en tous les cas plus raisonner. Alors je sais que c'est la grand cheval de bataille actuellement de beaucoup de monde. Mais je suis la première à me jeter la pierre. Hein. Ça m'arrive d'acheter sur Amazon, ça m'arrive d'acheter sur d'autres sites parce que j'ai envie et que j'ai pas envie effectivement de me casser la tête ou parce que c'est pratique aussi parce qu'ils sont arrivés à un point, alors on parle d'Amazon mais il y en a d'autres de sites comme ça où vous avez tout. C'est-à-dire que vous pouvez acheter de la pile pour la montre au bouquin, du démaquillant, machin, et c'est tellement plus simple. Voilà. En fait, on est arrivé à un moment donné de la consommation où on veut faire dans le rapide, dans la simplicité. Et même si on sait que ces boutiques-là, très souvent, pressurisent le petit commerçant, les employés, etc. C'est ce que Ken Loach dit, on ferme un peu les yeux quelquefois. Donc voilà. Après, moi je le sais pour certaines choses en tant qu'auteur parce que ils sont pas faciles et ils prennent beaucoup de pourcentage pour la vente des livres. Voilà, donc c'est Ken Loach. Moi, je suis fan de Ken Loach. Hein, donc, de toute façon, Ken Loach, c'est Ken Loach. Je l'aime. Voilà. Donc, croyez bien que le jour où Ken Loach va disparaître, je vais couiner pendant des mois. Et puis voilà, ça fait partie des films. Alors, c'est peut-être pas le plus grand film de Ken Loach. C'est peut-être pas celui qui me restera gravé toute ma vie sur Ken Loach, évidemment. Mais c'est un film à voir et qui est toujours utile. Et puis parce que Ken Loach tape et fout un coup de poing à chaque fois où ça fait un peu mal, quoi. Du coup, on se réveille un peu groggy et ça permet de réfléchir aussi. Voilà. Aussi au problème de surconsommation et des personnes qui veulent toujours amasser tout. Je parlais quand je vois des piles à lire et des book hauls qui dépassent les 30-40 livres dans le mois. Sachant que ces personnes n'ont pas le temps de lire 50 ou 60 livres dans le mois, elles ont déjà des pales de 100 ou 120 bouquins. Voilà, c'est ça aussi la consommation à outrance, de faire qu'on veut absolument avoir tout de suite, alors que on n'a qu'à les acheter au compte-gouttes et puis on se fait une liste et on sait qu'on va les acheter et qu'une vie entière ne suffira pas à lire tout ce qu'on veut. Donc voilà, mais c'est une autre façon de faire. Et dernier film, et donc ce Item List va encore durer des plombes. C'est un film que j'ai vu sur Arte qui s'appelle Je ne me tairai pas. En fait, on suit l'histoire en 1948 de Margaret, qui est une veuve de guerre.
dont le mari est mort au front pendant la Seconde Guerre mondiale, avec ses 2 enfants, avec ses 2 petits garçons, qui se bat pour avoir la pension de guerre de son mari. Et donc elle va, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle va vraiment quémander avec un médecin qui était le supérieur de son chef, de son mari qui travaillait dans un hôpital psychiatrique. Elle va demander la pension. Et en fait, enfin, il y a quelque chose qui se passe, je ne peux pas vous raconter pourquoi, mais vous verrez. Et elle est prise dans un espèce d'engrenage, c'est-à-dire qu'on la prend pour une hystérique, pour une folle. Elle est internée. Et le film dénonce à la fois les traitements qui étaient infligés aux patients, qui vont enfin, des bains glacés aux électrodes, enfin bref, c'est apocalyptique. C'est très dur à encaisser aussi. Et il y a aussi le fait qu'elle est internée pour sur schizophrénie, je crois, dans cet hôpital psychiatrique. Elle met un an pour essayer de convaincre qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas schizophrène. En fait, elle est tout à fait normale, hein, mais elle est prise dans cet engrenage. Et puis, évidemment, il y a quelqu'un qui lutte pour qu'elle reste bien loin, parce qu'elle va déterrer un secret. Et le film, en fait, parle surtout de ce qui s'est passé sous le nazisme dans les hôpitaux psychiatriques et dans certains hôpitaux normaux, on va dire, sachant qu'il parle d'eugénisme, il parle de castration, il parle de stérilisation, il parle de meurtre, tout simplement aussi. On affamait les malades mentaux, enfin ce qu'on estimait être les malades mentaux, les handicapés mentaux, donc tout ça sous le régime du nazisme, bien sûr. Et le fait que toutes ces expérimentations médicales étaient menées avec le grand accord du pouvoir en place, et que c'était les premiers à subir les mauvais traitements, et cette volonté de faire une race pure ont été les Allemands eux-mêmes. Et donc elle va mener cette espèce de petite guérilla, à la fois pour se réhabiliter, pour récupérer ses enfants aussi. Et elle va mettre à jour aussi ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après la guerre, que ce soit le nouveau pouvoir en place ou les Alliés ont laissé et maintenu sur on va dire au poste clé des anciens officiers nazis, ou des anciens hauts fonctionnaires qui ont largement aidé au système, mais qui était sûrement très utile à la sortie de la guerre pour, comme on vous dit après, pour la police française qui a collaboré. On vous dit, mais si on avait jeté tout le monde, on n'aurait plus eu de police, et c'était très compliqué. Ça, c'est la base, enfin, c'est ce qu'on vous dit pour justifier. Donc, il y a à la fois la dénonciation de l'eugénisme, des mauvais traitements, du traitement tout simplement des femmes aussi, et des personnes, et des mauvais traitements, et de toutes ces expériences qui ont été faites pendant la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, parce que ça a commencé à 1933, et jusqu'à la fin, et aussi le fait qu'après-guerre, vous avez des officiers et des hauts fonctionnaires qui étaient bien impliqués, qui avaient du sang sur les mains, mais qui se retrouvent avec des postes clés, avec des médailles. Oh, pour loyaux service, c'est tellement mignon. Voilà, donc c'est un film assez difficile, je ne me tairai pas. Tout le monde en prend pour son grade. Je trouve que c'est un film intelligent. L'actrice, c'est... je crois que ça s'appelle Nadia Ulm, elle est incroyable, incroyable. Mais vraiment, elle a un rôle, elle porte ce rôle-là, même dans les scènes les plus délicates. Franchement, c'est un film à voir. Si vous vous intéressez à cette période-là, quand je dis cette période-là, c'est sous le régime nazi, mais aussi l'après-guerre en Allemagne. Hein, Puis il ne faut pas oublier ce que souvent il faut rappeler et rabâcher. Les Alliés, quels que soient les Alliés, ont quand même récupéré beaucoup de choses sur le terrain.
Voilà, pas que des armes ou pas que des tableaux, hein, on récupère les hommes aussi. Donc il y a beaucoup de savants qui sont partis, beaucoup de médecins qui ont aidé, même des médecins qui avaient commis les pires exactions dans les camps ou dans les hôpitaux. Voilà. C'est des films qui sont bons à voir et je trouve que l'Allemagne... Alors ça vaut pas le Labyrinthe du silence. Hein. Moi, le Labyrinthe du silence, je pense que c'est un des films que je préfère. Mais je trouve que le cinéma allemand met bien le doigt en ce moment sur ce qui fait mal et ce qui a fait mal. Et je trouve qu'ils ont, ils ont beaucoup de chance d'avoir des réalisateurs qui sont engagés comme ça. Et je trouve que c'est intelligemment, bien intelligemment fait comme film. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc je ne me tairai pas sur Arte. J'espère qu'il est encore disponible. Sinon, essayez de le voir. Franchement, si vous aimez cette période et si vous vous intéressez à ça et à toutes ces horreurs qu'on a pu faire sous prétexte que les gens sont différents. Voilà, donc ça c'était les items du mois de mars. Ça dure encore 4 plombes. Voilà. Moi j'aime bien mes manips. Ouais, bon, je sais. Je vous laisse avec le général Hux qui fait dodo. On l'a pas mignon, ça? Oh, regardez-moi cette bestiole. Non, mais... on l'a pas beau? En fait, maintenant, il a pris l'habitude de se mettre là. Et à chaque fois que je fais des vidéos, il se met là. Et là, il fait nono, je crois. Oh voilà, là, il me fait ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'il dort pas vraiment. Il attend que j'amène le doigt. Il fait mmm. Et moi, j'ai pas eu peur. Oh là, t'as mignon. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Écoutez, au mois prochain pour les Itemlys. Le prochain, je crois, je sais plus. Vous verrez. Je crois que c'est un tag ou un FAQ. Sachant que je rajoute une vidéo à la fin du mois de mars parce que j'en ai parlé avec Sfanny Kéran. On parlait de livres, etc. On était étonnés. Je vous expliquerai ça dans la vidéo. Je vais faire mon top 25 des œuvres françaises classiques que j'estime que si vous n'avez pas lu... Enfin, Bibi hein, qui estime qu'il faut lire ça. Voilà. Après, c'est mon avis perso. Voilà. Allez, bonne semaine. Et puis, on se retrouve sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous laisse avec... truc là. Petit machin. Il a trop mignon. C'est mon chat.